C'est sûr, avec les mains mouillées. Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, nous vous emmenons chez vous sur les territoires de Brocéliande. Avec Manon Le Charpentier et Martial Le Carour, nous allons sur les traces de Merlin et du roi Arthur. Direction le château de Compère, siège du centre de l'imaginaire arthurien. Je suis avec Pascal de Châteaubourg, médiateur culturel au centre de l'imaginaire arthurien. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de l'imaginaire arthurien? On voit le château de Compère juste derrière nous. Oui. Ça se situe là. Alors, le centre de l'imaginaire arthurien, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a plus de 35 ans, avec des passionnés de la légende arthurienne, des artistes et aussi des universitaires. Et ce centre a pour but de faire découvrir la légende arthurienne, la matière de Bretagne, ainsi que la forêt de Brocéliande. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Alors, on a différents outils pour faire découvrir cette légende. On a une exposition qui est à l'intérieur, avec chaque année un thème différent. Une exposition avec des scénographies, avec des personnages en costume, avec des panneaux explicatifs, pour montrer aux visiteurs ce qu'est la légende arthurienne. Et puis on a aussi tout un tas d'animations. On a une programmation culturelle qui est très riche, et qui a pour but de faire vivre la légende, de montrer que ce n'est pas quelque chose d'ancien ou de mort, mais ça a quelque chose de très vivant, que ce soit à travers des spectacles, des concerts, des conférences aussi, des contes. Voilà, on essaye de faire vivre cette matière. Et du coup, la légende arthurienne a voyagé dans toute l'Europe. Et pourquoi c'est ici, en Bretagne, à Brocéliande, que vous avez posé vos valises et qu'on part sur les traces de Merlin ou du roi Arthur? Parce que cette forêt, dès le Moyen-Âge, a déjà une dimension légendaire. Robert Weiss, dans son roman de Bru, parle de la forêt de Bréchilien dont les Bretons s'en vont fablants, dont les Bretons racontent des fables et des histoires. Là, on est au XIIe siècle. Chrétien III va en faire aussi de cette forêt le lieu de la quête d'Yvain le Chevalier au Lion. On va voir comme ça plusieurs récits qui montrent que cette forêt est liée à la légende arthurienne. Et c'est logique qu'on s'installe donc ici dans ces lieux. La légende arthurienne représente en tout cas un vrai attrait touristique pour la communauté de communes. Nous sommes allés en forêt à la suite d'un conteur. Je peux vous prouver dès à présent que Merlin, l'enchanteur ainsi que sa consoeur Viviane parcourent tous deux encore les sentiers de la forêt. Si, Merlin arpente toujours la légendaire forêt de Brocéliande. Et c'est sur les pas du conteur Jocelyn qu'une quarantaine de personnes partent à sa recherche. S'enfonçant dans la forêt, dans tous les lieux de la légende arthurienne, du Val sans retour où la fée Morgane enferme les faux amants, au tombeau de Merlin, en passant par la fontaine de Barenton. La fée Viviane et Merlin lui-même, ils se sont rencontrés à cette fontaine même et en tuant le chevalier... 4 heures de promenade comptées dans la mythique Brocéliande. Les visiteurs se laissent embarquer par la légende jusqu'à participer à leur restitution. Elle lui dit: jeune homme, serais-tu capable de faire apparaître ici un véritable verger? Le jeune homme lui a dit: demandez. Demandez. Et vous aurez. Et vous aurez. Ben, il nous enchante quand même, ce conteur. Il nous met dans le rôle et puis on s'y croit. Hein. Disons qu'on a déjà fait cette balade avec une conteuse et c'était pas du tout la même prestation. On a l'impression d'être dans un univers magique tout d'un coup au milieu de cette forêt. Il est vraiment très bon, très rigolo, plein de petites anecdotes. Mais n'hésitez pas à jeter vos enfants et vos belles-mères. Ça allègera le quart. On a besoin de se raconter des histoires. C'est pour ça qu'il y a des ragots, c'est pour ça qu'il y a des potins, c'est pour ça qu'on parle de la voisine et de sa fille qui est passage. C'est parce qu'on a besoin de se parler. Et les histoires sont souvent un prétexte. Vous savez, les gens, pour communiquer, des fois, ils se disent « bah, passe à la maison, on prend un café ». Non, non, c'est pour tailler une bavette, véritablement. Chaque été, près de 30 conteurs embarquent les visiteurs dans la légende.
Une légende qui fait tourner l'économie touristique à Paimpont. En 2012, 45 000 visiteurs passaient les portes de l'Office du tourisme chaque année. Ils sont 220 000 aujourd'hui. Quand on amène du tourisme dans une commune, ça a un impact et ça change un petit peu les habitudes. Mais globalement, cet afflux de touristes est plutôt bien accueilli. Et en 10 ans, on a doublé le nombre de commerces à Paimpont. C'est pas par hasard. Une des principales responsables, la Porte des Secrets qui fête cette année ses 10 ans. On a bâti un palais en cristal. C'est l'attraction phare de l'Office. Un spectacle immersif pour découvrir le b.a.-ba sur Paimpont, la forêt et les légendes, de quoi donner envie à ces 400 visiteurs quotidiens de prolonger leur séjour à Brocéliande. Alors pourquoi la légende fait-elle autant rêver? Je pense qu'on a besoin de récits. De tout temps, les hommes se racontent des histoires. Je dis souvent que l'homme est un animal qui a un imaginaire. Ce qui nous différencie de l'animalité, c'est notre capacité à rêver le monde, à imaginer le monde. Et depuis que les hommes sont apparus sur la Terre, les hommes se racontent des histoires. On a besoin de merveilleux, on a besoin de rêver, on a besoin d'avoir peut-être des histoires qui donnent un sens à la réalité du quotidien. Et je pense que la légende arthurienne, comme les légendes de Brocéliande, participent à ce merveilleux et à cette réponse peut-être que l'on cherche. La légende arthurienne n'a pas toujours été aussi mise en avant dans l'histoire. Quelle était son évolution un petit peu? Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on ne parlait pas de la légende arthurienne. D'abord, c'est un vieux récit. C'est un très très vieux récit dont on va dire les prémices ou la racine remontent à la période celtique ou indo-européenne. On va voir un récit qui va traverser ces époques et qui va servir de source d'inspiration pour les auteurs du Moyen-Âge. Et à partir de ce moment-là, va naître une littérature arthurienne qui va sillonner toute l'Europe. Des 4 coins de l'Europe, on va parler du roi Arthur, des chevaliers à table ronde et de Merlin. Ça va s'atténuer effectivement pendant le siècle des Lumières. La Renaissance, le siècle des Lumières, on ne s'intéresse plus qu'aux mythes gréco-romains, aux philosophes grecs et romains. Il faut attendre le 19e siècle où on va redécouvrir cette légende. Et à partir de là, la légende va suivre son cours et va servir de source d'inspiration à tout un tas d'imaginaires contemporains. Je pense au Seigneur des Anneaux, à Harry Potter, Star Wars. Et cette légende va vraiment, comment dire, être source d'inspiration et être vocateur d'un imaginaire qui remonte très loin dans le temps, mais qui va être très fort, là, depuis on va dire, une vingtaine d'années. Et on se demandait quand même, est-ce que Morgane est méchante? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'elle peut être méchante au regard d'une société qui est la société du Moyen-Âge, puisqu'effectivement elle envoie son propre fils Mordred aller tenter de tuer ou prendre la place du roi Arthur. Mais peut-être que si on étudie la figure de Morgane au regard de la mythologie celtique, on pourrait s'apercevoir qu'elle fait ce qu'il doit être fait. Remplacer un roi vieillissant par un roi plus jeune. C'est une figure assez ambivalente, Morgane. Donc il faudrait réhabiliter un petit peu Morgane. C'est en tout cas le souhait d'un rassemblement qui a eu lieu à Tréorantuc il y a quelques années. Un rassemblement de Morgane pour remettre en avant ce prénom qui est parfois trop dénigré. Elle est où Morgane? Je pense que j'ai été la première à être baptisée parce que mon père a eu du mal à obtenir l'autorisation. C'était au début des années 50, depuis les choses ont évolué et chaque année, elles sont 2000 petites filles à être prénommées Morgane. Aujourd'hui, 303 d'entre elles ont fait le déplacement d'un peu partout pour se retrouver à Tréorantuc, un village d'une centaine d'habitants, au beau milieu de la forêt de Brocéliande, parce qu'une des héroïnes des légendes arthuriennes s'appelait ainsi. L'idée, c'était de réhabiliter le prénom de Morgane. Les gens, ils sont assez réducteurs en disant que Viviane, c'est la gentille et Morgane, la méchante. Donc l'idée, c'est de montrer que Morgane a du caractère, mais que c'est une femme super. Demi-sœur du roi Arthur, la fée Morgane, qui, s'il ne lui avait soufflé le trône, aurait dû régner à sa place sur la Bretagne, avait été élevée par Merlin en guerrière, trahie. Elle deviendra en effet par la suite l'image négative de la Dame du Lac, alors qu'elle était donc, dit-on ici, simplement une rebelle, une femme libérée, très commun semble-t-il à bien de ses homonymes.
Mauvais caractère, je dirais pas. Du caractère, oui. Elle a 2 grands frères. On avait un peu peur qu'elle soit dominée par ses grands frères. Et c'est elle qui les mène à la baguette. Qu'est-ce qui vous a motivé quand vous avez choisi le prénom de votre fille? Alors il y avait un attachement à la Bretagne, beaucoup, à la mer, parce que moi je suis de Lorient, et même si on habite à Paris. Donc voilà, c'était l'attachement aux racines de la Bretagne. Et pour que la fête soit complète, tout le monde s'y est mis, le village, mais aussi des collégiens qui n'ont pas d'attache particulière avec la Bretagne. Ils ont écrit des poèmes autour de Morgane, des poèmes qui ont servi à décorer le site. La forêt de Brocéliande s'appelle aussi la forêt de Paimpont. Si la première a ses légendes, la seconde a son histoire. Une histoire intimement liée aux forges. 15 000 arbres étaient coupés chaque année pour ces hauts fourneaux. À l'arrêt depuis 1954, son propriétaire les restaure avec l'aide de l'État depuis 2005. Alors on ne peut pas parler de Paimpont sans parler de ces forges qui ont modelé le territoire et qui ont façonné l'histoire de cette commune et de tout Brocéliande. Alors du coup, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ces forges? Ces forges, elles sont nées sous Louis XIV. Elles se sont arrêtées en 1954. 3 siècles de métallurgie lourde en Brocéliande. Donc forcément, on a façonné Brocéliande. Et ce qui est intéressant de Paimpont, c'est que nous sommes témoins exceptionnels de 2 révolutions industrielles. La première révolution industrielle, c'est les forges à bois, les forges au charbon de bois. Donc on a un haut fourneau au charbon de bois qui est sur un plan du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Et puis la seconde révolution industrielle, c'est les Anglais qui vont nous apporter ça. C'est les hauts fourneaux au coq. Hein. C'est la technologie au coq. Et donc c'est 1830. Et à Paimpont, on a encore des traces très importantes de cette deuxième révolution industrielle. C'est tout l'intérêt de Paimpont, c'est de pouvoir expliquer au public la première révolution industrielle et la seconde révolution industrielle, dans lequel nous sommes encore en 2022. Nous sommes toujours dans cette seconde révolution industrielle. Et qu'est-ce qui va être construit du coup à Paimpont? Alors à Paimpont, on est dans un procédé de forge à l'anglaise. Hein, c'est les Anglais qui vont nous apporter ça. Et nous allons fabriquer les rails de chemin de fer pour le train. Le train arrive en 1857 à Rennes et après il faut le faire partir sur Brest. On va fabriquer une partie des rails, pas la totalité, mais une partie des rails dans le laminoir des forges. Voilà. Et alors, en termes de clin d'œil, on avait un procédé anglais, procédé technologique à Paimpont, qui nous aurait permis, si on avait eu le marché bien sûr, de fabriquer des morceaux de la Tour Eiffel. C'est quand même pas mal. Vous êtes passé à 2 doigts de, à 2 doigts, ouais. de la célébrité. Mais M. Eiffel n'est jamais venu ici, donc voilà. On en a parlé tout au long de cet épisode. La forêt est un élément essentiel de Paimpont et de Brocéliande. Une forêt qui aujourd'hui souffre, on l'a vu cet été avec des incendies, la sécheresse et de fortes chaleurs. Nous allons en parler demain dans l'épisode sur l'environnement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée sur France 3 Bretagne.